suis retrouvée à avoir vraiment des barres de douleur au ventre tous les matins, à sentir que j'avais le ventre qui allait exploser et à pas vraiment comprendre parce qu'on m'a souvent éduquée justement à être un peu déconnectée de mes sensations, à être fonctionnelle, opérationnelle tous les jours et pas vraiment à ressentir qu'est-ce qui ne va pas. On revient avec des analyses conformes, donc mes parents ils disent tout va bien, donc de quoi tu te plains? Tu tombes à un moment sur les FODMAP. Pour toi, ont été une solution. Alors les FODMAP, donc j'ai découvert ça justement en deuxième année d'études. J'avais un travail de recherche. En fait, on pouvait choisir une thématique et une des thématiques proposées, c'était le régime faible en FODMAP et l'intestin irritable. Je me suis dit ça serait quand même vachement bien d'avoir des plats clés en main faibles en FODMAP. Et je lui ai dit écoute, cherche pas plus loin, on va faire des plats cuisinés faibles en FODMAP pour l'intestin irritable. Pendant 3 mois, on a travaillé sur ce projet. On a développé en fait une journée de menu. Donc l'idée c'était d'avoir des plats qui peuvent se conserver longtemps et d'avoir une offre nomade en low FODMAP. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simp Partenaire, ce format où je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui développent des solutions pour améliorer votre santé. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa qui est à la fois diététicienne et ingénieure, qui est une ancienne patiente du syndrome de l'intestin irritable, qui est aujourd'hui en rémission et qui a été menée à développer des repas sans FODMAP et sans gluten, justement pour améliorer votre santé. Bonjour Mélissa. Salut Nicolas. Bienvenue dans cet épisode de podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais ça très intéressant de t'avoir sur le podcast parce qu'à la base, tu as un parcours avec une double casquette diététicienne, ingénieure et maintenant entrepreneur également. Et donc, tu as passé des années à étudier comment l'alimentation pouvait soigner les gens. Et pendant tout ce temps, tu souffrais toi-même. Et je voulais vraiment comprendre un petit peu comment c'était possible et comment est-ce que tu as vécu tout ça et quel était un peu ton parcours pour en sortir aussi, pour aider les gens à comprendre ce que c'est, à ne pas toujours banaliser leurs symptômes, à savoir que c'est possible et à comprendre un petit peu ton parcours là-dedans. Ça n'a pas commencé tout de suite chez toi, ça a commencé aux alentours de tes 18 ans, c'est ça? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors déjà, merci pour ton invitation. Je pense que c'est super important de pouvoir libérer la parole justement autour des troubles fonctionnels de l'intestin parce que c'est des mots invisibles et on se sent souvent un peu seul et pas reconnu dans notre souffrance. Et effectivement, pour moi, ça a été quelque chose qui arrivait plus tardivement dans la vie en tant que jeune adulte, quand je commençais mes études justement après le bac. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir vraiment des barres de douleur au ventre tous les matins, à sentir que j'avais le ventre qui allait exploser et à pas vraiment comprendre parce qu'on m'a souvent éduquée justement à être un peu déconnectée de mes sensations, à toujours penser plus à la vie quotidienne, à être fonctionnelle, opérationnelle tous les jours et pas vraiment à ressentir qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de comportement alimentaire où j'ai eu des périodes où je m'alimentais beaucoup trop par rapport à mes besoins, où j'étais pas du tout à l'écoute de ma faim, de ma satiété. Et je pense que tout ça a joué sur le fait qu'au bout d'un moment, mes intestins se sont aussi déréglés parce que j'étais juste pas du tout à l'écoute de mes besoins. Oui, ça c'est une notion hyper importante. Et c'est vrai dont on ne parle pas assez, je crois, sur ce podcast. Être à l'écoute de son corps et un peu cette déconnexion par rapport au corps qui, je crois, est super importante. Mais donc, toi, tu n'avais pas eu de troubles avant. Ça arrivait un petit peu d'un coup comme ça à tes 18 ans. Ouais, en fait, j'avais eu des petits épisodes plus jeunes. Je me rappelle, parce que moi, j'ai grandi à l'étranger, donc il y a aussi d'autres conditions de vie. Enfin, j'ai très bien vécu, mais par exemple, on est plus sujet à d'autres infections, des vers, des autres choses. Moi, j'ai grandi au Caire, où par exemple, l'eau du robinet n'est pas potable. Il faut toujours boire autre chose et où l'alimentation, pareil, était assez différente que ce que je mangeais en France. Et je me rappelle plus jeune, j'avais eu des épisodes en fait donc on va aller tout de suite dans les choses très classe, mais de proctalgie. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, c'est un peu un sentiment comme si des coups de couteau au niveau de l'anus, où en fait ça nous prend tout de suite, c'est des spasmes en fait. Et je me rappelle d'avoir eu plusieurs épisodes comme ça quand j'étais plus petite et j'avais jamais trop fait de rapprochement avec le fait que
enfin voilà, ça soit lié quand on est jeune. Voilà, on sait pas trop, on a juste un peu mal et c'est bizarre. Et en tant qu'adolescente, ça m'arrivait aussi parfois en fonction de mon cycle. Et après, c'est vraiment en tant que jeune adulte où là, j'ai commencé plus à avoir des problèmes intestinaux où vraiment je sentais comme si mon intestin était un membre de mon corps à part entière, comme un bras, comme une jambe, où je sentais que ça bougeait, que c'était pas normal et j'avais jamais vraiment ressenti ça avant. C'est vrai que c'est une description que j'entends souvent, mais dont on ne parle pas. J'entends ça que des personnes qui sont concernées par le sujet, de dire ouais, je sens mon intestin, alors que c'est vrai que normalement ton intestin, tu le sens pas, quoi. Tu sens pas les aliments passer. C'est un organe qui est là, mais qui a un peu une déconnexion parce que il fait son travail tout seul et tu ne le, c'est pas quelque chose de palpable. Et c'est vrai que j'entends souvent cette réflexion de ouais, je sens mon intestin. Donc c'est marrant que tu le mentionnes. Enfin marrant, c'est en tout cas intéressant de le mentionner parce que je pense que c'est quelque chose dont on parle pas, et quand on n'est pas sujet à ça, on sait pas ce que c'est, et ça nous paraît un peu impensable de sentir son intestin. Donc c'est arrivé du coup à tes 18 ans, quand, enfin plus ou moins en tout cas quand tu es arrivé aux études, et c'est un peu ironique, non, de commencer les études de diète et à ce moment-là avoir en parallèle des troubles digestifs. Comment est-ce que tu l'as vécu, ça? Est-ce que c'était une situation du coup peut-être aussi un peu gênante d'avoir ça pendant que tu faisais tes études, ou au contraire tu t'es dit super, j'ai mon propre laboratoire, ou comment est-ce que ça s'est passé un petit peu? Je pense il y a beaucoup de choses où en fait comme tu le dis, on ressent pas nos organes, enfin voilà, on ressent pas notre cœur battre tous les jours, nos poumons s'élargir, heureusement, sinon ça ferait beaucoup d'informations. Mais je pense que j'en avais pas vraiment conscience en fait de ce qui se passait dans mon corps, parce qu'on m'a jamais éduqué dans ce sens de réfléchir, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as pas faim, est-ce que tu as assez mangé, déjà ce côté d'être déconnecté du corps. Et je pense qu'en études de diète, vu que j'ai commencé à apprendre plus sur la physiologie humaine, parce qu'on a des cours vraiment très extensifs sur ce sujet, de vraiment comprendre tous les organes, surtout digestifs, parce que nous on traite l'alimentation, la nutrition, et la digestion c'est quand même primordial dans tout ça. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre conscience, à déjà savoir que ces organes existaient, qu'en fait si on a une douleur plutôt en haut à droite, ça peut être le foie. Si on a plutôt des douleurs en haut à gauche, qu'est-ce que ça peut être, etc. Donc je pense que j'ai vraiment pris conscience de toutes les parties de mon corps à ce moment-là. Et je pense aussi, comme beaucoup d'étudiants en diététique, on devient tous un peu hypocondriaques parce qu'on découvre plein de pathologies. Je pense qu'en médecine, ça doit être pareil. Vu qu'on découvre plein de choses, on se dit « Ah, mais en fait, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». C'est comme quand on google des maux de tête et on se dit « Ah, j'ai un cancer ». Voilà, on commence à vraiment prêter attention à ces choses-là. Donc, je pense que ça a aussi joué, indéniablement, parce que j'avais l'idée, je me suis dit « Ah, en fait, si je ressens ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça ». Et j'ai commencé à aussi plus prendre conscience de... mon alimentation a un impact sur ma santé, sur ma digestion, sur ma vie. Si je suis allée dans cette branche d'études, c'est déjà que j'avais conscience de ça. Mais je n'avais pas forcément conscience à ce point de comment ça allait m'impacter. Et j'ai aussi appris à plus diversifier mon alimentation, à découvrir plein de familles d'aliments. Et en fait, mon corps, qui n'avait pas forcément l'habitude de manger des choses complètes, de manger des produits laitiers, j'en mangeais pas du tout avant. J'ai découvert vraiment beaucoup de nouveautés, donc je pense que mon corps a aussi réagi à tout ça. Et oui, c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, ton corps t'a mené vers cette branche en se disant, voilà, il y a quelque chose que tu t'autorises peut-être pas à ressentir, mais qui est là, et aller vers ceci. C'est vrai qu'on dit, il y a pas mal d'études maintenant qui montrent à quel point le microbiote a un impact sur tes actions. Tu vois, et sur tes envies. Peut-être que c'est ton microbiote qui t'a mené vers la diététique. Qui sait. Et les gens autour de toi, ils comprenaient ce qui t'arrivait. J'imagine que la réaction devait être un peu différente autour de ton cercle de collègues, d'autres étudiants dans la diététique, ton cercle d'amis, à la famille. J'imagine que la façon de comprendre ce qui se passait devait être un peu différente. Comment est-ce que ça s'est passé, ça? Ouais, carrément. Déjà, dans les études, effectivement, vu qu'on est tous intéressés par à peu près les mêmes sujets, c'est un sujet de discussion et on en parle et on questionne et on cherche des solutions. Là où, dans mon cercle familial, moi, j'ai
personne dans ma famille travaille dans la santé. Enfin, voilà. Mes parents s'intéressaient un peu, mais pas plus que ça. Donc, c'était très bizarre, en fait, pour eux de se dire, moi, dans ma famille, c'est vraiment, OK, si t'es malade, tu prends un Doliprane et puis, voilà, tu avances dans ta vie. Et là, à répétition, dire non, en fait, là, j'ai mal au ventre, là, ça va pas, il y a le côté inquiétude de se dire, ah, mon enfant va pas bien. Mais d'un autre côté, il y a rien de palpable. Donc, s'il y a vraiment un problème, va consulter. Moi, je suis allée consulter plusieurs généralistes. Enfin, je me rappelle, ma mère, elle m'a fait accompagner un jour pour faire une analyse de sel, un truc pas très glamour, quoi. Une coproculture, du coup. Voilà, exactement. Qui n'est pas une analyse du microbiote. Voilà, qui n'est pas une analyse de microbiote, c'est plus pour rechercher s'il y a des infections. C'est ça, certaines bactéries pathogènes, mais on se rend compte qu'il y a plus de 80% qui meurent au contact de l'oxygène. Donc, aller les faire pousser comme ça ne permet pas de voir toutes les bactéries, ça permet seulement d'en voir certaines pathogènes, du coup. Voilà. Juste pour la nuance, parce que c'est vrai qu'on a souvent cette question quand on parle du microbiote, de dire ah oui, mais c'est l'analyse de sel, et ils associent ça souvent à la coproculture. Donc, je trouvais ça intéressant de faire. Après, il y a plein d'autres épisodes qui parlent de ça, notamment on a fait un épisode sur toutes les différentes techniques d'analyse du microbiote qui est sorti il y a quelques semaines. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, mais je trouvais ça important. Donc, tu es allé chez ton médecin qui t'a fait une coproculture. Exactement. Et du coup, c'est assez sommaire parce qu'on revient avec des analyses conformes. Donc, quand mes parents ils disent tout va bien, donc de quoi tu te plains au final, et c'est pas normal d'avoir mal au ventre comme ça, mais du coup, sur papier, il y a rien. Donc, c'est un peu l'incompréhension. Et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir une maladie un peu invisible. Parce que vu que personne ne voit ta souffrance, eux, ils avancent dans leur vie et toi, t'es là et t'as mal et t'as pas d'explication non plus. Donc, tu te sens pas légitime de souffrir, pas légitime d'en parler. Donc, je pense que moi aussi, au bout d'un moment, j'étais en mode, je vais arrêter d'en parler parce que visiblement, vu que mes parents ne peuvent pas m'apporter de solution, eux, ils sont frustrés et donc, ils s'énervent. Alors que, bien sûr, ça vient d'une part d'amour et de care, quoi. Face à l'impuissance, souvent, c'est ça. À un moment, Donc, c'est ça qui est un peu compliqué et aussi en fait, qu'on te renvoie que juste c'est pas normal, en fait, un peu, suck it up, quoi. Enfin, ça va, quoi. Ouais, c'est sûr. Et c'est, je sais pas si t'as eu, du coup, si on t'a dit cette phrase, mais écoutez, à un moment, c'est dans votre tête, nous, on voit rien, on peut rien faire. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, en fait. À chaque fois, mes parents étaient un peu en mode, oui, c'est le stress. Et ok, oui, c'est le stress. Donc, moi aussi, j'internalise, c'est le stress. Le médecin aussi, il dit, en fait, même les médecins, ils se sentent mal parce qu'ils se disent, je vois que vous êtes pas bien, mais d'un autre côté, je peux pas trop vous aider, j'ai pas trop les outils non plus. Moi, j'ai vu un médecin qui était, clairement à la retraite, mais juste qui continue à exercer parce que faute de remplaçants. Et justement, lui, il se sentait un peu démuni, quoi. Il était en mode, ok, faites une échographie, faites ci, faites ça. Mais après, quand il était plus sur les habitudes de vie, c'est un peu en mode manger équilibré, peut-être éviter les brugnons, peut-être gérer votre stress. On revient à ça et souvent, je me suis rendu compte, en fait, même en devenant professionnel de santé, que quand on n'a pas trop de réponses, on dit oui, c'est le stress parce que ça, on peut pas trop le gérer. Donc, c'est plus simple à dire ça que vraiment donner des clés. Et c'est pas parce que souvent j'entends les médecins ils disent c'est le stress et je pense que c'est pas quelque chose ça émane pas d'une mauvaise volonté, c'est juste qu'à un moment, en effet, quand on manque des outils pour ça, c'est comme tu dis, c'est plus facile de dire voilà, je pense que là il y a quelque chose à gérer là-dessus que nous on peut pas faire, c'est à vous de le gérer et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut pas toujours diaboliser cette parole du médecin qui va terminer par ce diagnostic entre guillemets de ça doit être le stress, même si je crois que ça évolue quand même pas mal maintenant parce qu'on commence, c'est peut-être ça un peu ma prochaine question, c'est est-ce qu'à un moment on a mis un mot sur ce que c'était, à quel moment est-ce que tu as pu mettre un mot sur ce que tu vivais et pouvoir un peu expliquer autour de toi et en parler, dire non, c'est pas juste dans la tête, c'est invisible mais c'est quelque chose qui existe, je suis pas la seule. Quand est-ce que ça arrivé ce moment pour toi? Déjà, pour revenir sur le facteur stress, je pense qu'il nous frustre en tant que patient et même en tant que soignant, c'est que dire c'est le stress, c'est quelque chose sur lequel on ne sait pas exactement comment agir et je pense que c'est ça qui est compliqué. C'est pas juste, ok, t'es hyper tendu, prends des hypotenseurs et voilà, le problème il est réglé. C'est juste, c'est le stress, donc en fait ça implique
d'avoir des modifications dans tes habitudes de vie, dans ton mode de vie. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué dans la conduite du changement et même à comprendre qu'est-ce qui influence mon stress. Si tu dis, je suis stressée à cause de mes études, je vais pas arrêter mes études parce que je suis stressée, parce que j'ai la passion pour la nutrition, je veux devenir diététicienne, je veux aider les gens. Donc, je vais pas arrêter mes études parce que ça me passionne. Mais ça me stresse horriblement également. Donc, ça, c'est très compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'on est aussi si frustré qu'on dit c'est le stress, parce qu'il n'y a pas de plan d'action très clair. Maintenant, sur la partie vraiment nommer la douleur, moi, quand j'avais consulté en fait, déjà, je soupçonnais que c'était un intestin irritable parce que dans mes cours, il y avait 2 pauvres lignes sur le sujet. Et je me suis dit, ah oui, barre de douleur, si, ça. Et en fait, à chaque fois, je passais beaucoup de temps sur Internet aussi à googler mes symptômes et voir, ok, j'ai ça. Et en fait, tout revenait un peu à, ça peut être l'intestin irritable. Et il y a un généraliste qui m'a, en fait, il m'a ausculté. Il m'a dit, votre intestin, il est irrité. Un peu limite lui-même était un peu saoulé, et je me suis dit ok, d'accord, mais il n'avait pas vraiment de solution à m'apporter. Il m'a prescrit des médicaments mais qui n'étaient pas très efficaces, qui servaient pas à grand chose, alors que moi je sens, j'ai une partie de mes intestins qui se tord, qui crampe, où j'ai mal. En fait, c'est inconfortable, même si ça m'empêche pas de vivre, mais c'est juste globalement pas agréable. C'est minant au quotidien. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis même, on se dit, moi, je peux pas profiter, de prendre un apéro avec mes potes parce que, en fait, j'ai mal, je sens que j'ai ça fait partie, en fait, de ma charge mentale, et c'est quelque chose que personne ne voit. Donc déjà, j'ai pu nommer, et en fait, assez rapidement, je pense que je voulais aussi m'identifier à quelque chose. Je me suis dit, ok, je suis dans la catégorie intestin irritable. En fait, c'est ça ma personnalité maintenant. J'ai l'intestin irritable, et j'ai mis aussi je pense que j'ai porté beaucoup d'attention sur ce sujet. Du coup, je me documentais énormément. Et donc, dans ma 2e année d'études, justement, j'ai monté un blog qui s'appelait Intestanaute, parce qu'on avait un projet, en fait, d'école. Et je me suis dit, ok, moi, je veux que tout le monde puisse mieux comprendre son système digestif, en fait, qu'on ait toutes ces informations-là, parce que pourquoi ça serait réservé que à des personnes qui font des études de santé, alors qu'on a tous un corps qui fonctionne, on est tous concernés. Donc voilà, j'avais vraiment cette volonté de pouvoir le transmettre pour que personne se sente perdu face à leurs mots et des choses un peu inexplicables. Et je pense que justement, cette partie, tu disais, ça devient mon identité, je peux vivre avec, mais ça fait partie de ma charge mentale. Ça, je crois que c'est vraiment un truc, c'est du stress rajouté au stress. On dit c'est le stress, mais après, en fait, c'est même pas tant le stress et c'est un petit peu, je pense, dans l'intestin irritable, aujourd'hui, on accepte que c'est une dérégulation de l'axe intestin-cerveau. Maintenant, où est l'œuf, où est la poule, je crois que ça dépend de certaines personnes aussi. Et c'est ça, l'hétérogénéité de l'intestin irritable, qui rend la chose très compliquée à apporter des réelles solutions. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut aller comprendre quel type d'intestin irritable et aussi quel type de déséquilibre du microbiote fait partie des pistes de compréhension. Mais cette charge mentale, en fait, de ne pas avoir de liberté, de se dire, en fait, je peux manger ce que je veux, ou là, je vais prendre un apéro, ou je dois toujours réfléchir un petit peu à... Et je crois que c'est même pas tellement le fait de devoir réfléchir à ce qu'on mange, mais c'est l'anticipation aussi. Moi, ce que j'entends beaucoup, je sais pas si c'était ton cas, mais c'est toujours cette anticipation de... là-bas, j'ai un dîner dans 2 jours, je sais pas ce qu'ils vont me servir, est-ce que ça va aller, est-ce que c'est quelque chose que toi, je sais pas si cette anticipation, c'est tellement quelque chose qui était une réalité pour toi, ou peut-être un peu moins. Je pense que c'est surtout l'anticipation de la douleur et de l'inconfort que ça va provoquer. Parce que moi, il y a des choses où j'étais un peu impuissante. J'habitais chez ma famille. C'était pas concevable que je me fasse un repas à part et de m'exclure, en fait, de ce moment un peu convivial. Donc, il y a un peu ce truc en mode, ok, mes parents ont préparé ça. Je sais que ça va me faire mal au ventre. Mais c'est juste, je sais, en fait, je suis un peu impuissante face à ça. Là où, quand on vit seul, ou on peut s'adapter un peu différemment, je pense que c'est différent. Mais moi, j'étais un peu dans l'acceptation de, en fait, c'est ça ma vie maintenant. Je vis avec, je vais avoir des douleurs, et ça va être inconfortable. Et voilà, c'est juste, ça fait un peu partie de mon identité. Et je pense que, comme tu dis, on sait pas trop où est l'œuf et la poule, parce que parfois, tu peux... je me rappelle, j'étais partie en vacances en Allemagne, donc où j'ai bu pas mal de bière, mangé des trucs pas hyper sains, mais pourtant, je me sentais bien.
Et je me rappelle, mon père, il m'a dit, oui, bon, bah, c'est juste, t'es en vacances, bon, bah, c'est le stress, enfin, c'est bon, arrête de nous casser les pieds. Mais du coup, bah, quand tu reviens dans ta vie du quotidien, c'est quand même quelque chose que tu dois apporter. Et comme tu sais pas, enfin, à ce moment-là, je savais pas exactement, bon, bah, qu'est-ce qui fait que j'ai mal au ventre? En fait, j'avais pas assez de recul, assez d'introspection, j'avais pas assez fait de tests aussi pour voir, bah, qu'est-ce qui marche pour moi. Bah, moi, j'étais un peu dans la résignation de me dire, bon, bah, ça fait partie de ma vie, j'ai l'intestin irritable, ça ne se soigne pas, faut maintenant juste, je m'adapte à la douleur, en fait. Ouais, donc en fait, pouvoir mettre un mot sur ce qui se passait, Mmh. au final, ça t'a pas aidé tant que ça. Ça a pas apporté beaucoup de. Bah, peut-être Ça de savoir. justifie le fait Mhm. d'avoir quelque chose, déjà, mais effectivement, bah, c'est pas un cancer, c'est pas un truc, je vais pas en mourir, donc c'est un peu, bon, bah, maintenant ça fait partie de ma vie, mais effectivement, t'as pas de solution et même les médecins, ils te disent pas, bon, bah, OK madame, vous avez ça, donc le plan d'action, vous pouvez tester ça, 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 ça. Il y avait pas trop de boîte à outils. Aujourd'hui, ça évolue, enfin là, c'était il y a 10 ans, donc Ouais, ouais. aujourd'hui, ça a beaucoup changé quand même. Et donc après, ben, tu tombes à un moment sur les FODMAP, qui pour toi ont été une solution. Bah, comment ça s'est passé un petit peu de toi qui te dit, OK, voilà, j'ai l'intestin irritable, ça m'avance pas beaucoup plus, mais au moins je sais Mmh. où j'en suis, OK, maintenant j'ai justement ce plan d'action qui me manquait, ou en tout cas, tu as trouvé quelque chose qui fonctionnait pour toi. Alors les FODMAP, donc j'ai découvert ça, dans un projet d'études, justement, oui, vraiment mes études sont un fil conducteur de beaucoup de choses. Justement en 2e année d'études, j'avais un travail de recherche, en fait, on pouvait choisir une thématique et une des thématiques proposées, c'était, le régime faible en FODMAP et l'intestin irritable. Donc moi, j'ai vu intestin irritable, je me suis dit: «Bah oui, carrément, c'est toute ma vie, c'est ma personnalité». Donc j'ai fait ce travail-là et en fait, j'ai lu beaucoup d'études scientifiques sur, qu'est-ce que c'est que le régime faible en FODMAP. Donc les FODMAP, juste pour recontextualiser, ce sont des sucres naturellement indigestes, donc nous, on ne sait pas traiter et ce sont nos bactéries au niveau du côlon qui vont les digérer à notre place et les fermenter, donc ça produit des gaz et le fait d'avoir ces gaz-là, ça va créer en fait, bah, des ballonnements tout simplement. Mais quand on a un intestin irritable, hypersensible, le fait de ballonner comme ça, c'est douloureux parce que du coup, la paroi intestinale, elle s'élargit, c'est un peu comme un ballon quoi. Donc quand tout ça, c'est un peu tendu, ça peut être très désagréable. Et justement, ça peut faire, bah, accentuer certains symptômes, que ce soit de la diarrhée, que ce soit la constipation. En fait, l'inconfort global est accentué par le fait de manger des FODMAP. Mais les FODMAP sont très bons pour la santé, Mhm. on en retrouve dans les fruits, les légumes, les C'est céréales. ça. Donc les éviter à vie n'est pas du tout un bon plan parce que, justement, on en a besoin pour notre santé. Donc tout le concept du régime, c'est de trouver justement, bah, un seuil qui est tolérable pour, bah, le confort digestif, tout en apportant suffisamment de nutriments pour être en bonne santé. Donc moi, j'ai fait mes recherches et je me suis dit: «Mais en fait, c'est génial». Il y a quelque chose qui a été scientifiquement démontré parce que c'est vraiment validé, de manière internationale, hein. Ça fait, plus de 20 ans, que ça existe, que ça a été, découvert par des chercheurs australiens qui ont identifié qu'en fait, il y avait plein d'aliments qui favorisaient les symptômes de l'intestin irritable et qu'ils avaient tous un point commun, c'est le fait d'avoir ces sucres fermentescibles. Hem Et donc moi, j'ai fait mon petit travail de recherche et je me suis dit: «Ah bah, c'est génial, c'est trop bien, mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école déjà?» Hyper bizarre. Tu dis: «Nous, on est diététiciens, c'est notre métier de pouvoir accompagner les gens en nutrition» et on n'a pas ces clés-là alors que c'est scientifiquement validé et c'est vrai que dans notre cursus, on a peu de choses en fait, enfin voilà, qui sont vraiment evidence based comme on dit et donc j'ai gardé ça un peu dans un coin de ma tête de me dire: «Bon OK, bah, ça marche vraiment, mais on n'apprend pas» et en fait, dans le cursus, en tout cas à l'époque, il y avait un peu, un dénigrement de, en fait, tout ce qui sort un peu de ce qu'on apprend en cours n'est pas, valide. Alors que là, bah, c'est clairement scientifiquement démontré. Bref. Donc moi, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et après plusieurs années plus tard, j'avais un peu de temps libre et je me suis dit: «Bah, vas-y, je vais me former au régime faible en FODMAP». Parce que j'ai un peu les moyens, j'ai un peu de temps, vas-y, je vais le faire et à ce moment-là, ben, mes symptômes s'étaient plus stabilisés, c'était plusieurs années plus tard quand même. Donc je me suis formée et en fait, j'ai appris qu'il y avait plein de choses, en fait, dans mes cours qu'on conseillait justement à des personnes qui ont l'intestin irritable, qui n'avaient pas du tout lieu d'être et qu'il fallait vraiment pas faire ça parce que justement, enfin voilà, ça allait un peu à l'encontre des principes du régime faible en FODMAP qui est démontré utile. Et du coup, à la fin de cette formation, je me suis dit: «Bon, bah, vas-y, maintenant j'habite seule, je peux tout cuisiner moi-même, je vais faire ça». Donc je me suis dit: «Bon, vas-y, je me lance» et en fait, au bout de 2 jours, je me suis dit: «Mais c'est beaucoup trop compliqué, en fait, de chercher en amont sa liste d'ingrédients, de tout peser, de réfléchir aux recettes et cetera». Enfin,
c'est pas tenable. Et je me suis dit, moi, je suis diététicienne, je suis professionnelle de santé, je suis censée pouvoir accompagner des gens, mais moi, je trouve ça pas du tout pratique, pas clé en main, et clairement, tu as envie d'abandonner au bout de 48 heures. Donc, comment monsieur, madame, tout le monde peut réussir à entreprendre ce régime qui est censé améliorer la qualité de vie et changer ton quotidien et vraiment qui peut t'aider profondément, mais si c'est pas applicable, ça ne sert à rien. Et ça se voit que vraiment, c'est un régime qui a été conçu par des chercheurs dans un laboratoire qui peuvent tout peser, tout mesurer, là où ça correspond pas du tout à la vraie vie des gens. Donc moi, ça m'a vraiment questionné, en fait, comment on rend ça clé en main et plus user-friendly, comme on dit. Donc ça, c'est une problématique qui m'a un peu... Donc au final, moi, les FODMAP, ça m'a pas aidé personnellement parce que j'avais déjà stabilisé mes symptômes par d'autres moyens. Mais je me suis dit, ça, c'est un levier qu'on peut donner beaucoup plus tôt dans un parcours SI qui peut vraiment aider des gens. Il y a 3/4 des personnes qui entreprennent ce régime qui ont une amélioration de leur qualité de vie, de leur quotidien, réduction des symptômes. Donc, ça peut vraiment être révolutionnaire et ça change la vie de beaucoup de personnes. Donc, je lui ai dit, comment on rend ça accessible ? Et c'est là, justement, où... voilà l'idée de... on va peut-être en parler après, mais c'est là où, justement, l'idée de Bellicare est venue, où je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas... je sais pas, des barres de céréales faibles en FODMAP, des plats cuisinés faibles en FODMAP. En fait, sur le marché français, il y a absolument rien sur les FODMAP. Je m'étais pas encore intéressée à ce qui se passe à l'étranger, mais je me suis dit, mais pourquoi il y a pas juste un truc clé en main comme j'aime, t'as envie de perdre du poids, t'as ta box livrée chez toi pour perdre du poids. Pourquoi pour l'intestin irritable, on peut pas faire un truc comme ça ? C'est ça. Oui, c'est vrai que pour le poids, il y a maintenant, je sais pas combien de services pour manger des repas riches en protéines, mais il y a rien pour les FODMAP. Et le syndrome d'intestin irritable touche quand même... ça dépend des statistiques, mais entre 10 et 15% de la population, on va dire. Donc oui, je pense que ça a tout à fait son sens. Donc tu découvres les FODMAP, tu te rends compte que en fait, c'est vachement compliqué de suivre un régime FODMAP et tu te dis si je permettais aux gens de suivre un régime FODMAP sans devoir cuisiner en pré-mâchant un petit peu le travail, quoi. Donc là, tu fondes Bellicare. C'était il y a combien de temps que t'as lancé ça ? Alors donc ça, c'était en 2020 que j'ai eu cette un peu mais là, épiphanie. Tu avais repris des études à ce moment-là. Donc là, j'étais en études. En fait, j'étais en alternance. Donc j'étais en études d'ingénieur agroalimentation et santé. Donc moi, je travaillais dans une usine agroalimentaire. Et justement, à ce moment-là, j'habitais à la campagne. Enfin voilà. On se comprend, dans un village de 4000 habitants où tu n'as pas des magasins sans gluten à proximité, enfin des trucs bio, etc., où tu peux trouver plein d'aliments qui te facilitent la vie. Et justement, c'était le fait de me dire, moi, je travaille en horaire décalé. Donc, comment moi, je m'adapte ? Moi, je me lève à 3h du mat et je finis à 13h. En fait, comment je fais pour cuisiner tous mes repas et adapter ça à un mode de vie décalé ? Comment je fais parce que j'habite loin de commodités, de choses où on peut trouver des aliments clés en main ? Donc, voilà, ma seule option, c'est de faire 30 bornes pour trouver tout. Donc voilà, là j'étais en études et je me suis dit ça serait quand même vachement bien d'avoir des plats clés en main, faibles en FODMAP. Et justement, j'allais entamer ma 2e année de cycle ingénieur. Et il se trouve que dans mon cursus, on avait un projet de développer un aliment à bénéfice santé. Et en fait, j'ai mon camarade de classe à l'époque, Rémi, qui est aussi diététicien, qui avait aussi un peu ce double parcours, qui est venu me voir et qui m'a dit Mélissa, ça dit qu'on travaille ensemble sur un sujet vraiment de diète. Et je lui ai dit écoute, cherche pas plus loin, on va faire des plats cuisinés faibles en FODMAP pour l'intestin irritable. Et lui, il connaissait pas du tout cette problématique. Il m'a dit ok, j'y connais rien, mais ok, vas-y. Donc là, pendant 3 mois, donc ça c'était en 2021. Pendant 3 mois, on a travaillé sur ce projet. On a développé en fait une journée de menu, donc du petit déjeuner jusqu'au dîner avec entrée, plat, dessert. On avait une cuisine test à l'école. Donc l'idée, c'était d'avoir des plats qui peuvent se conserver longtemps et d'avoir une offre nomade en low FODMAP. Et en fait, ce projet d'école, à la base, on faisait juste des tests en cuisine, etc. Mais au moment du rendu final, je me suis dit, vas-y, on professionnalise le truc, on va donner un nom. Et là, j'ai trouvé, Bellicare comme ça. J'ai fait un logo à la va-vite sur Canva. J'ai fait une charte graphique rapide, bleu, jaune, c'est sympa et tout. Bellicare, l'ami du bidou, ok, on met ça. Et avec déjà un peu une vision de, ok, l'idée, c'est de faciliter la vie des gens. Et on va trouver Bellicare, en grande surface, livré à domicile, dans les gares, etc. On pourrait trouver du snacking faible en FODMAP. Donc, on est allé un peu loin dans notre réflexion. Et justement, nos profs nous ont dit, en fait, là, vous tenez peut-être vraiment un truc, ça peut être plus qu'un projet académique. Moi, j'étais en mode, ouais, c'est très bien, j'ai fait un projet, c'est sympa. Et là, justement, c'est Rémi, donc mon associé actuel, qui
qui a dit au groupe, bon, bah, et si on professionnalisait vraiment ça, on pourrait vraiment monter quelque chose. Et là, moi, j'étais en mode, bon, bah, on va voir, je sais pas trop. T'avais un peu peur de te lancer? Ben, en fait, j'avais, déjà, j'étais en alternance, donc avec mon entreprise, ça se passait plutôt bien, l'émission m'intéressait, j'étais assez bien dans ce cadre un peu stable et tout. Et aussi, j'étais pas trop sûre, bah, ok, est-ce que, là, c'est un projet de groupe académique. Bon, comme tous les projets de groupe, il y a toujours des hauts débats. Et je me suis dit, bon, bah, je sais pas trop si je veux m'engager dans ça tout de suite. Enfin, en fait, c'était pas vraiment, pour moi, je me voyais toujours créer ma boîte, mais pas tout de suite. En fait, je me suis dit, ouais, je vais faire un peu d'expérience, après, je me lancerai, etc. Donc là, je me suis dit, ouais, ok, vraiment, là, tout de suite, je sais pas trop. Et du coup, on s'est donné la dernière année d'études pour en fait se positionner. On s'est dit, on voit comment ça se passe dans nos entreprises respectives, parce que du coup, on était 3 à vouloir continuer le projet sur les 4 dans le groupe. Et on s'est dit, on voit comment ça se passe dans nos entreprises, on se renseigne sur comment on monte une boîte, comment on fait un business plan. Enfin voilà, on a pris des renseignements. Et voilà, donc là, c'était un peu l'année idéation en 2022. C'est ça. Puis vous avez lancé et ça se passe plutôt bien. C'est ça, on a officiellement créé l'entreprise en 2023 et on a commercialisé en avril 2024. Donc là, ça va faire 2 ans. Tout pile qu'on a lancé donc des plats cuisinés livrés à domicile, faible en FODMAP et sans gluten. Et en ce moment, ça se passe plutôt bien, donc je suis très contente. Super. Ben, on mettra le lien en commentaire et on permettra aussi aux gens qui sont chez Simp et qui ont un intérêt à faire un régime sans FODMAP. Parce que clairement, on le voit dans les rapports au niveau du microbiote, certaines personnes qui ont justement un excès de ces bactéries de fermentation, où c'est clairement conseillé de tester le régime sans FODMAP parce que il y a déjà une fermentation un peu excessive. Et là, du coup, comme tu expliquais, ces FODMAP vont générer de la fermentation supplémentaire. Et donc, chez les personnes où il y a déjà une fermentation excessive, ça peut en effet générer ces douleurs. Donc voilà, pour les personnes qui sont chez Simp, ils auront une réduction. Peut-être qu'il y aura aussi une réduction, on verra. On en discutera après l'épisode pour ceux qui nous écoutent dans ce podcast. Mais les personnes qui viennent du coup chez Bellicare, donc c'est en ligne majoritairement. Enfin, vous êtes en train uniquement en ligne en ce moment. Uniquement en ligne. Quels sont leurs profils? Puisque tu m'as dit que tu étais assez proche de tes clients et tes clientes. Quel est un petit peu le profil? Est-ce que c'est vraiment des personnes qui viennent avec un syndrome de l'intestin irritable diagnostiqué ou des personnes qui cherchent leur santé? Vous avez aussi des formules sans gluten aussi, donc j'imagine pour les personnes qui ont la maladie cœliaque ou qui sont intolérantes au gluten non cœliaque. Comment est-ce que tu vois un petit peu les personnes qui viennent chez toi? Ouais, déjà à l'origine, nous on s'est dit que en fait on veut simplifier le protocole faible en FODMAP. Donc notre cible, c'est des personnes qui ont un intestin irritable, qui sont diagnostiquées, qui veulent se lancer dans le protocole, mais savent pas trop comment s'y prendre. Et du coup, ils veulent un peu s'alléger de la charge mentale, s'affranchir de ça, et se faire livrer Bellicare pendant 2 semaines, et ils testent vraiment full low FODMAP. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, on s'est retrouvé avec des personnes qui avaient déjà testé le régime, qui n'avaient pas forcément réussi, parce que le concept du régime, c'est quand même de réintroduire des aliments après. Donc, on a une phase d'éviction qui c'est la plus dure parce que ça implique beaucoup de changements. Et après, réintroduire et après, identifier à quoi on est intolérant. Et en fait, on s'est retrouvé avec pas mal de clients qui avaient déjà fait le protocole ou essayé, qui n'ont pas vraiment trouvé qu'est-ce qui déclenchait leurs symptômes. Ils n'avaient pas forcément la possibilité d'être aussi rigoureux et de tout tester un à un. Donc, ils avaient besoin d'une solution de facilité, de se dire, je sais que là, je vais manger, je vais bien digérer, ça va bien se passer, même si je mange autre chose à côté. Mais Bellicare, c'est plus une roue de secours, un facilitateur du quotidien. Et on a attiré vers nous beaucoup de patients qui ont un intestin irritable assez plus ou moins avéré, mais qui en ont marre de chercher des solutions, qui se sont déjà cassés la tête pendant trop longtemps, et là, ils ont besoin de simplicité. Donc, on a attiré à nous ce type de profil qui a quelque chose d'avéré. On a attiré quelques clients qui veulent vraiment une box complète et vraiment faire à fond, mais c'est pas la majorité. Et on a attiré à nous aussi des personnes qu'on soupçonnait pas du tout. C'est les parents d'enfants qui ont la maladie cœliaque. Parce que nous, tous nos plats sont sans gluten. Vu que dans le régime faible en FODMAP, le blé est riche en FODMAP. Donc déjà, quand j'ai conçu les recettes, il y a 0 blé, nulle part. Même si on n'avait pas l'obligation de faire sans gluten strict, etc. Mais c'est juste beaucoup plus simple.
Donc, nos plats étaient déjà adaptés, mais voilà, moi, j'étais pas trop chaud de marketer ce point-là parce que j'avais pas envie de prendre de risques sans qu'on fasse d'analyse plus poussée. Mais en fait, on a eu des sollicitations sur le créneau sans gluten parce que c'est vrai que les personnes qui mangent sans gluten, quand elles partent en voyage ou quand elles sont hors de chez elles, c'est très compliqué. Et surtout, les parents d'enfants qui ont la maladie cœliaque, c'est hyper dur pour eux parce que parfois, en fait, à l'école, ils n'ont pas de propositions autres. Donc, ils doivent forcément faire eux-mêmes ou les enfants doivent rentrer le midi. Et quand ils partent en classe neige ou voilà, voyage scolaire, etc., en fait, on a eu une maman qui nous a dit « Ah ben, ma fille, elle part au ski en classe neige. J'ai besoin de plats pour emmener avec elle. » Et on s'est dit « Ah ben, c'est pas trop. Nous, on fait des plats frais et tout. » Elle a dit « Ok, bah, je prévois une glacière. » Et voilà, sa fille, elle est partie en voyage. Et du coup, c'est génial parce que les enfants cœliaques, qui sont souvent exclus un peu de leurs copains et c'est trop triste. Donc, on s'est dit, bon, bah, trop bien, genre là, sa fille, elle va pouvoir profiter. Et c'est vraiment pas du tout une cible qu'on avait envisagée. Et en fait, on a eu plus de demandes sur ça, ou même des personnes qui ont leurs parents qui sont plus âgés, qui mangent sans gluten, qui ont la maladie cœliaque. Donc, on s'est dit, en fait, il y a tout un champ des possibles sur ce front-là. OK, on va faire les tests, on va s'accréditer auprès de l'AFDIAC, donc l'Association française des intolérants au gluten. Et voilà, donc en fait, on a diversifié. Donc, dans notre profil, au final, de clients, on a des personnes qui découvrent qu'ils ont un intestin irritable, qui doivent faire un régime faible en FODMAP. Donc, ils commandent. Des personnes qui ont déjà un peu éprouvé le truc, mais en ont marre, donc ils veulent de la simplicité. Et une partie, soit des personnes qui ont la maladie cœliaque ou des proches de malades cœliaques qui commandent pour faciliter la vie. Si vous êtes concerné par l'intestin irritable et que vous vous demandez un petit peu, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire de manière spécifique, est-ce que le régime FODMAP est adapté à vous ou pas, vous pouvez toujours faire l'analyse du microbiote, qui est une analyse que vous pouvez réaliser à domicile, une analyse de sel qui permettra d'explorer un petit peu l'équilibre de vos bactéries et de mieux personnaliser votre parcours pour la suite, notamment de savoir si le régime FODMAP va être super pertinent pour vous ou s'il y a d'autres pistes peut-être à explorer ou d'autres pistes en parallèle du régime sans FODMAP. On vous met le lien en description, vous allez sur simp.fr, ymp.fr, vous répondez au questionnaire et là vous vous êtes proposé les analyses à réaliser intéressantes dans votre situation. Merci et bonne écoute. Et comment donc tu disais au début on voulait pas avoir une certification sans gluten et tout ça. Aujourd'hui, comment est-ce que est-ce qu'il y a une certification par exemple pour les FODMAP comme pour le gluten? Est-ce qu'il y a vous avez maintenant une certification pour le gluten? Comment Oui. ça se passe? Sur les FODMAP, les FODMAP, c'est un terrain un peu inconnu en France. Hein. Donc, il n'y a pas de certification officielle en France. Mais nous, on travaille avec un organisme australien qui s'appelle FODMAP Friendly, qui est en fait le premier organisme certificateur au monde des produits faibles en FODMAP. Donc, eux, c'est les premiers à avoir sorti un programme de certification. Il y a aussi le programme de certification de la Monash. Donc, ça, c'est l'université qui a créé ce régime. Mais bon, je pense en termes de timing, FODMAP Friendly a été un peu plus rapide sur l'accréditation. Et donc, moi, j'échange avec une diététicienne qui travaille pour FODMAP Friendly et elle valide mes fiches techniques voilà, pour attester que c'est bien compatible avec le régime faible en FODMAP, qu'il n'y a pas de souci d'empilement de FODMAP, que ça soit bien conforme pour les personnes qui font surtout la première phase du régime. Ok, donc il y a une accréditation externe, quoi. C'est ça. Et sur le gluten, du coup, nous, on analyse. Donc, jusque-là, on produisait tout nous-mêmes. Donc, c'est moi qui étais derrière les fourneaux pour fournir les plats. Et nous, on s'est accordé avec l'AFDIAC de dire, si on produit des analyses sans gluten conformes à chaque lot de production, est-ce que c'est bon? Ils nous ont dit, oui, parce qu'au final, c'est ça le résultat. On peut se casser la tête et faire des audits, etc. Mais ce qui compte à la fin, c'est surtout d'avoir quelque chose où il n'y a pas de traces de gluten détectées. Donc, on a réussi à faire ça. Et en fait, nous, on était dans un laboratoire partagé. Et c'est pour ça que moi, j'avais pas trop envie de m'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est dangereux. Et en fait, non, en fait, tout s'est bien passé. On a toujours eu des analyses conformes. Et là, aujourd'hui, on est sur une phase de sous-traitance. Donc, on a identifié un industriel qui fait déjà du sans gluten, qui a déjà l'habitude, qui a des process de nettoyage bien établis. Donc, on prend 0 risque sur ce front-là et tout sera analysé aussi en laboratoire. Et donc, on en a un peu parlé, les FODMAP soulagent les symptômes. Et chez Simp, chez nous, on voit beaucoup de nos clients qui font un microbiote et qui viennent avec cette problématique de l'intestin irritable, qui viennent analyser leur microbiote pour comprendre un peu ce qui se passe. Et souvent, il y a soit une hyperfermentation ou trop de bactéries de fermentation ou des bactéries plutôt pro-inflammatoires
ou une candidose qui peut expliquer un petit peu leurs symptômes et où le régime sans gluten et où l'eau FODMAP va aider avec leurs symptômes. Mais on voit aussi souvent à côté qu'ils ont un microbiote appauvri et pour lequel voilà, c'est important de retravailler aussi sur cet équilibre, parce que tu parlais aussi de l'importance de la réintroduction des FODMAP. Est-ce que c'est une composante que vous avez déjà pu commencer à prendre en charge, ou c'est plutôt pour les étapes suivantes? Comment est-ce que vous, je sais pas si vous communiquez là-dessus, ou je sais que ça doit être une problématique, et en tant que diététicienne et ingénieur, t'es sûrement passé par l'esprit. Ok, on a une partie on a une vraie solution qui fait du bien à énormément de monde, mais on sait qu'il y a quand même une autre partie à prendre en charge. Est-ce que ça fait partie des plans? Ouais, donc déjà à la base, quand on a conçu l'idée, le concept de Bellicare, nous on voulait vraiment que ça soit une boîte à outils pour les personnes qui ont l'intestin irritable. Donc on imaginait vraiment l'offre alimentaire, un accompagnement avec des diététiciennes formées et vraiment plein de ressources en fait, des articles, des recettes de cuisine, des vidéos, etc. C'était ça un peu le concept à la base. Et on a pu tester la partie consultation en octobre, parce qu'en fait, on est reparti, on a fait une refonte de notre gamme et on est parti sur une offre de précommande en août. Et on s'est dit, ça serait cool pour faire patienter nos clients de proposer une consultation offerte. Comme ça, on passe 1 heure ensemble et on parle de leurs problématiques. Et justement, ça nous a aidé aussi à mieux comprendre qui vient vers nous au final. Et c'est là où j'ai vraiment compris que les plats, c'est bien et ça soulage, mais clairement, ça fait pas tout. Il faut accompagner un peu 360 pour les personnes justement qui veulent vraiment avoir un changement profond de leur vie. Il y a des personnes, ça leur convient très bien. J'achète des plats, je sais que ça va pas, ça m'aide là comme ça, c'est pas hyper dur. S'ils veulent continuer à acheter Bellicare toute leur vie, ça me va, mais c'est pas le but non plus. Donc là, on a pu échanger avec nos clients et là, j'ai vu qu'il y avait parfois vraiment les fondamentaux qui n'étaient pas là. Des personnes qui, déjà, ne mangent pas de fruits, de base. Des personnes qui font pas d'activité physique du tout, qui dorment mal, qui ont du mal à structurer leur repas. Il y a des personnes juste qui ne mangent pas assez. Donc forcément, ils sont constipés et ballonnés tout le temps parce que leur organisme, il tourne à vide. Donc en fait, il y avait plein de problématiques de fond beaucoup plus complexes et au final, plus simples à travailler avec de l'habitude de vie. Là où nos plats, c'est une offre qui sert à alléger de la charge mentale, mais ça n'écarte pas du tout ce côté habitude de vie. Donc, on a fait ce test pendant 1 mois et demi. Après, les priorités étaient ailleurs sur produire, notamment. Ouais, je pense que c'est déjà un boulot assez complexe de faire ça. C'est ça, et du coup, on a voulu, moi j'ai voulu tester en fait une offre plus 360, un package plus complet avec les plats et un accompagnement. Donc là, actuellement, je suis toujours... il y a une patiente que je suis depuis, je pense, 6 mois. Elle a voulu plus étaler les choses parce que ça lui convenait mieux. Donc là, par exemple, on échange par WhatsApp, elle me pose des questions. Moi, on fait un rendez-vous, je sais pas, tous les mois et demi selon les disponibilités. Où l'idée, c'est de pouvoir accompagner dans son quotidien à elle, ça soit personnalisé. Et peut-être qu'à terme, on fournira, on pourra plus s'entourer d'autres professionnels de santé pour accompagner au cas par cas. Oui, mais du coup, c'est super intéressant. Je pense qu'en effet, c'est important. Et au niveau des nutriments, parce que tu disais que le but, c'était d'à la fois enlever les FODMAP, mais quand même d'avoir quelque chose de nutritif, parce que je crois que c'est quand même quelque chose qu'on voit pas mal, c'est faut arrêter les FODMAP, du coup on arrête les fibres, du coup on arrête les prébiotiques et on arrête de nourrir son microbiote. Ce qui est un réflexe normal et c'est là où je trouve que c'est important d'avoir aussi de la nuance dans le régime sans FODMAP. Comment est-ce que vous prenez ça en compte? Est-ce qu'il y a quel type de nutriments tu vas apporter dans un plat Bellicare? Est-ce qu'il y a quand même certaines sources de fibres ou de prébiotiques? Comment est-ce que vous gérez un peu cet aspect-là? Ouais, souvent, justement, les personnes vont manquer de nutriments parce qu'ils vont supprimer une bonne partie des légumes, parce qu'il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont riches en FODMAP. Donc, souvent, on fait l'impasse, soit on mange toujours les mêmes. Quand j'ai conçu les recettes de Bellicare, moi, l'idée, c'était de vraiment avoir un plat équilibré, parce que déjà, de base, les gens ne mangent pas assez de fruits et légumes.
Donc, je me suis dit, comment on peut intégrer ça? Donc, par exemple, nous, on propose un hachis parmentier, mais plutôt que d'avoir juste la viande et une purée de pommes de terre, en fait, on a une purée de pommes de terre, navets et carottes. Comme ça, on a des légumes, des féculents et des protéines dans le même repas, sur un truc qui est quand même réconfortant et sympa. Donc, c'était ça le concept. Moi, je trouve qu'il ne faut pas forcément réinventer la roue, mais on peut toujours intégrer, par exemple, si on fait des lasagnes, on peut toujours intégrer des carottes, des courgettes, faire quelque chose de plus complet, plus varié, tout en gardant les bases d'un plat qu'on aime bien. Après, nous, sur les plats, on est un peu limité au côté technique. Là, aujourd'hui, on passe en sous-traitance, donc c'est plus moi derrière les fourneaux qui peut ajuster à la mano. Donc là, je travaille davantage sur comment on peut proposer plus de conseils, plus de recettes. Sur Instagram, justement, on fait beaucoup de recettes chaque semaine pour pouvoir inclure plus de, par exemple, tu peux manger des cerneaux de noix, des noix de Brésil pour avoir plus de fibres, des oméga 3, autre chose qu'on va pas retrouver dans un plat cuisiné de base. Et même dans un plat, si tu cuisines chez toi, tu vas pas retrouver ça si tu supplémentes pas. Tu peux manger des graines de lin. Moi, j'avais réussi à faire une journée avec 30 grammes de fibres, mais faible en FODMAP. Et bon, c'est un peu un casse-tête, mais voilà, il y a ces conseils-là. Donc, l'idée à terme, c'est de pouvoir proposer plus de e-book, plus de contenu, en fait, les newsletters, e-book, on aimerait bien monter notre chaîne YouTube, avoir aussi un podcast Bellicare pour expliquer tout ça et apporter la nuance. Comme on en parlait juste avant, c'est hyper facile de dire, oui, arrête de manger ça et mange ça. Mais la vie est faite de beaucoup plus de nuances et la science est faite de beaucoup plus de nuances. Et ça, c'est compliqué à apporter sur des formats courts, justement sur Instagram, etc. C'est pour ça qu'on veut agrémenter plus de formats longs. Ouais, tout à fait. Oui, mais c'est ce qu'on fait aussi. C'est pour ça qu'on est là. C'est génial. Et maintenant, justement, j'ai un petit exercice. J'aime bien qu'on puisse apporter de la nuance et rentrer dans les détails. Mais ici, j'aimerais que tu te prêtes à un petit jeu du format court. J'ai quelques questions. J'aime bien faire ça avec les invités vers la fin, au niveau un peu mythe et idées reçues que tu as. C'est quoi la chose que tu entends dire le plus souvent sur le syndrome de l'intestin irritable qui t'énerve le plus? Que c'est dans la tête. Que c'est dans la tête, que ça n'existe pas et en fait, tu casses les pieds, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de répondre aux gens, justement, qui t'ont dit il faut apprendre à vivre avec? Je pense qu'ils ont raison. Il faut apprendre à vivre avec, mais apporter des outils. Explore, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu bouges assez? Est-ce que tu manges suffisamment bien? Est-ce que tu bois assez? Je pense qu'il faut apporter, en fait, ces leviers-là. Si on te dit, OK, il faut vivre avec, mais voici comment tu vis avec. Là, c'est beaucoup plus constructif que juste, démerde-toi. Le sans gluten, sans être cœliaque, est-ce que pour toi, c'est une mode ou une réalité? Alors, beaucoup de personnes optent pour le sans gluten sans être cœliaque, alors qu'en fait, ils ont une sensibilité au fructane, donc qui sont un FODMAP qu'on retrouve dans le blé. Mais on va tout de suite vers le sans gluten, alors qu'il y a plein de nuances autres à explorer. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à dissocier. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de clés en main sans gluten que sur les FODMAP. Et le régime FODMAP, c'est un régime à vie. Vrai ou faux? Non, faux. Faut pas faire ça. Faut réintroduire derrière. Faut réintroduire, on peut toujours être un peu... on peut varier avec le temps. Il y a des phases où on sera plus faible en FODMAP, des phases où on peut manger plus. Mais l'idée, c'est de retester et vaincre en fait la peur de réintroduire. Et si tu devais corriger une seule fausse croyance sur l'intestin irritable, ce serait laquelle? Oula. Qu'il y a en fait, que l'intestin irritable est pareil pour tout le monde. Parce que c'est faux. En fait, il y a tellement de nuances dans cette pathologie. Donc, je pense qu'il faut arrêter de catégoriser juste, j'ai l'intestin irritable, donc je suis concernée par tout. En fait, non. Il y a des personnes qui seront constipées, hyperballonnées, qui auront certains symptômes, d'autres ont d'autres manifestations. Et c'est d'être vraiment à l'écoute déjà du patient quand on est professionnel de santé. Écouter son patient. Quand on est proche d'un souffrant, d'écouter aussi les limites de notre proche. Non, je crois que en effet, c'est une partie très importante et ça fait fort écho avec ce que nous on fait aussi, le besoin d'individualiser en fonction de ton microbiote, par exemple, en fonction d'autres choses. Chaque intestin irritable est différent et c'est vrai qu'on est fort dans cette recherche de la solution unique, de la pilule magique, alors que les besoins sont complètement différents d'une personne à l'autre. Pour terminer un peu, est-ce que tu as un cas, un témoignage d'un client ou autre qui t'a marqué ou ou peut-être
avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose dans ton aventure, tu vois, qui est passé de diététicienne, patiente, d'un intestin irritable, ingénieur, et maintenant entrepreneur? Est-ce qu'il y a quelque chose, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses auxquelles tu t'attendais pas, mais quelle va être, je sais pas, la chose auquel tu t'attendais pas dans tout ce parcours et qui t'a le plus surpris? Je pense que c'est le parcours de la croissance personnelle. Alors, c'est un peu égocentrique comme conclusion, mais en fait, à chaque étape, par exemple, enfin, pour moi, l'intestin irritable a été aussi une opportunité de vraiment me connecter à mes besoins et de m'écouter et de travailler sur des choses dont j'avais pas conscience. En fait, mon corps m'a un peu envoyé des alertes en mode, bon, bah, ok, il faut traiter peut-être ces relations toxiques-là, il faut traiter ta relation avec l'alimentation, ta relation avec ton corps. Et ça m'a poussé justement à plus m'écouter. Pareil, en école d'ingé, j'ai appris, j'étais en alternance, donc j'ai dû beaucoup organiser ma vie autour de la vie d'entreprise, la vie d'étudiante, déménager tous les mois, etc. Et j'ai appris énormément de choses sur l'usine, l'optimisation, l'amélioration continue qui était passionnante et aussi comment rationaliser ça dans ma vie. Et en tant qu'entrepreneur, ma santé mentale n'a jamais été mise à aussi rude épreuve, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois, c'est d'apprendre à se connaître et de s'écouter. Et au final, je pense que les meilleures décisions sont celles qui sont prises avec intuition. Et quand on s'écoute et on est aligné, en fait, ça nous convient. Et je pense que c'est ça, demain, une personne qui découvre qu'il a l'intestin irritable, qui se sent un peu désarmé, écoute-toi au plus profond de toi, écoute tes besoins. Et en fait, il y a la science apporte plein d'outils et c'est génial. Mais il y a aussi toi, ton ressenti qui est tout aussi légitime. Et si quelque chose fonctionne pour toi, écoute-le et bien sûr, fais pas n'importe quoi. Mais je veux dire, c'est aussi important de s'écouter et de savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est difficile. Je crois que c'est un très, très beau mot de la fin. Et en effet, plus tu t'écoutes et tu bosses, je rebondis un peu sur l'entrepreneuriat, mais je crois que c'est applicable à tout. Plus tu agis en accord avec ton ressenti, tes valeurs et ton intuition, même s'il faut se baser aussi sur des données, hein, mais plus tu es aligné avec l'action que tu mènes, que ça marche ou que ça marche pas, généralement tu vas avoir moins de regrets derrière. Plutôt que quand tu fais quelque chose, après tu te dis je savais que j'aurais pas dû faire ça. C'est plus dur à accepter que voilà, tu sentais qu'il fallait aller là, ça a pas marché. Voilà, tant pis. Mais t'as testé quoi. T'as testé, mais surtout t'étais aligné avec ton ressenti. Voilà, petite digression, mais je trouvais que c'était un super mot de la fin. Je te remercie en tout cas pour cette conversation passionnante. J'espère à celles et ceux qui nous écoutent que ça leur a permis, voilà, soit de comprendre un petit peu mieux le parcours, de ressentir là-dedans, enfin de vous reconnaître, ou en tout cas de savoir que c'est important de ne pas banaliser ces symptômes. Que c'est la première, quand on écoute ton parcours, c'est la première étape. Tout a commencé quand tu as pu t'aligner avec toi-même et ressentir ces symptômes et se rendre compte que c'est pas normal. Ça, je pense que c'est super important. Et donc, voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode avec celles et ceux qui pourraient bénéficier de son contenu, de vous abonner à la chaîne. Vous êtes à plus de 80% à nous écouter, à ne pas être abonné à la chaîne. Donc, faites-le maintenant. Comme ça, vous serez avertis des autres épisodes. Mélissa, encore merci et à bientôt. Merci à toi, Nicolas.